Alors, avant de parler d'arrosage, il convient de poser un peu les choses, faire un petit constat concernant un peu la pluviométrie. Donc nous ici on est dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis en fait je voulais faire une petite comparaison pour tordre un peu le cou aussi des reçus. On dit souvent dans le sud il y a obligation de pailler, il pleut pas beaucoup, choses comme ça. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la pluviométrie n'est pas du tout ce que l'on pense. Alors, je me suis amusé à faire un petit comparatif entre le potager d'Olivier. Donc, j'ai pris les données qui sont dans l'Hérault. J'ai pris le potager d'Antoine. On est sur Bordeaux pour avoir des idées un peu différentes. Et puis, j'ai pris le potager de Maude qui, lui, est dans le Haut-Beaujolais afin de faire un petit comparatif. Et puis pour terminer, chez moi, potager de Julien, la pluviométrie sur Arras. Alors en fait, contrairement à ce qu'on pense, la pluviométrie la plus élevée, c'est sur Bordeaux, chez Antoine, où là on a nos 820 mm par an. Alors le marqueur est un peu en fin de vie, on va changer. Le deuxième, en fait je fais une erreur. Le premier, c'est Maude dans le Beaujolais, 947 mm par an. Olivier dans l'Hérault est à 760 mm par an. Et grosse surprise, Arras, Pas-de-Calais, le Nord, la région où il pleut tout le temps, et nous sommes à 776 mm par an, c'est-à-dire quasiment au même niveau de pluviométrie que ce qu'on peut avoir dans l'Hérault. Alors la grosse différence, c'est que la répartition de la pluviométrie se fait pas du tout de la même façon. Nous, on a quand même une pluviométrie qui est plutôt étalée avec une période sèche en période printanière, comme on a pu avoir cette année en avril-mai. Alors que dans l'Hérault, il va pleuvoir essentiellement l'hiver, et puis c'est pareil, il va y avoir vraiment une longue période sèche sur la période estivale, qui effectivement fait quand même bien s'ouvrir les plantes. Et le deuxième critère à prendre en compte, que j'ai pas forcément spécifié là, c'est nos moyennes de température annuelles. Alors j'ai le mien en tête, à la louche, ici on est autour de 10 degrés. Et j'avais regardé aussi, parce qu'on en avait discuté avec Antoine, sur Bordeaux, lui il est aux alentours des 14. Enfin je vérifie ça. Si je fais une erreur, je vais le mettre en incrustation, puis je mettrai aussi les données pour les autres. Donc il faut prendre les deux en fait. La fois la donnée de la pluviométrie et la donnée des températures qui forcément font assécher plus vite le sol. Il a beau avoir 100 mm de plus par an, s'il fait 4 degrés de plus en moyenne, forcément ça s'évapore plus vite et l'eau est moins disponible pour les plantes. Bon, ça c'était notre tout premier petit tableau blanc afin de bien poser les choses avant de parler du faut-il vraiment arroser son jardin, et puis en conclusion ce qu'on peut faire pour limiter l'arrosage. Allez, on repasse à la suite, on retourne au jardin. Bon, salut les gens. Alors comme prévu, une petite vidéo sur le sujet du moment. Donc l'arrosage au jardin, c'est un peu de saison avec la sécheresse. Si je prends l'exemple, moi ici dans le Nord, sur mai-juin, on a eu au total 20 mm, donc 10 mm par mois. Et puis là, depuis le 1er juillet, 10 mm. Donc on peut dire qu'on n'est pas loin de la sécheresse. Comme un peu partout ici, on n'échappe pas à la règle, on souffre aussi de la sécheresse. Donc ça fait un petit moment que je prépare cette vidéo sur faut-il arroser son potager? C'est une grande question. Il y a plusieurs écoles qui s'opposent aussi sur ce sujet-là au potager. Moi, ma réponse initiale aurait été non. Faut pas arroser le potager. Je vais par contre tempérer un peu mes propos, puisque faut jamais être totalement obtus dans ses choix ou autres. Et puis on s'aperçoit quand même qu'au fil des années ça se réchauffe, on a de moins en moins de pluviométrie en période estivale. Alors malgré le temps couvert, parce que là on a du temps couvert depuis 3-4 jours, mais il fait toujours aussi sec, 24-25 degrés. Et malheureusement il y a un moment où le jardin il peut pas se passer d'eau. Alors même si, vas-y tu peux montrer là à gauche tout doucement ma Zoé, même si on a certains légumes qui peuvent très bien se passer d'arrosage. On prend là l'exemple des maïs, des bêtes, ils n'ont eu aucun arrosage du tout depuis le début de la saison. Alors
il résiste suffisamment aussi parce que par-dessus, je sais pas si tu arrives à zoomer, là, il y a l'arrosoir. Tu arrives à faire voir là ici, Mazoé? Hop. Alors, hop, ça, le petit piquet jaune, c'est pour une autre vidéo que vous allez voir dans la semaine prochaine. Donc en fait, le fait aussi d'avoir mis un peu de paillage, donc j'avais encore du fumier de poule que j'avais mis pour nourrir mes asperges. Ça permet de garder un peu de fraîcheur, donc aussi en dessous, là, autour des côtes de bête, des asperges et du maïs. Donc ça donne des résultats plutôt pas mal. Alors du coup, pour en revenir un peu au sujet de la vidéo, pourquoi ne pas arroser son potager? Déjà, pour moi, première raison, c'est qu'il faut du temps. L'arrosage, si on veut bien le faire, c'est vraiment très très chronophage. Entre remplir ses arrosoirs, alors si on fait comme moi avec des cuves à eau de pluie juste par gravité, c'est suffisamment long. Donc c'est très chronophage. Et puis donc, si on veut gagner du temps sur l'arrosage, si on veut pas que ce soit chronophage, il faut du matériel. Alors après, le deuxième point négatif concernant le matériel, c'est que c'est assez onéreux. Demain, si vous investissez dans des tuyaux microporeux, dans des systèmes goutte à goutte, ne serait-ce que pour récupérer l'eau de pluie à 100 €, à 100 € la cuve à eau de pluie d'occasion, comme on peut trouver par chez nous, ça revient très vite, ça fait un gros budget, et derrière, il faut produire pour rentabiliser tout ça. Donc pour moi, ça c'est vraiment les deux raisons principales pour lesquelles j'aurais plutôt tendance à dire si on peut éviter d'arroser son potager, c'est déjà pas mal. La deuxième chose aussi, c'est la ressource en eau. Alors nous ici dans le secteur, il n'y a aucun forage. Ça coûte très très cher de faire un forage parce qu'on a une terre crayeuse, donc faut taper dans la roche. Ressource en eau, donc c'est de l'arrosage via la récupération d'eau de pluie sur les bâtiments. Donc moi ici je fonctionne uniquement avec 2 cuves de 1000 litres. Je les ai vidées intégralement à fin mi-juin, quand vraiment la première plus grosse période de sécheresse. Et là pour l'instant, depuis mi-juin, je tiens avec mes 2 cuves de 1000 litres. Elles ne sont pas totalement vides, mais à tout casser, il doit rester 50 ou 100 litres. Donc là, fin de cette semaine, ça sera totalement vide. Et donc mes cuves à eau servent uniquement pour l'arrosage à l'arrosoir. Et donc ça me sert à arroser la serre, et puis donc certains semis que je peux faire, ou comme là sur mon petit test dont je vais parler dans une prochaine vidéo, arroser des choses bien spécifiques et très localisées. Sur 600 mètres carrés, c'est impossible de faire l'arrosage complet à l'arrosoir. Du coup, donc pas de puits, pardon. Récupération d'eau mais limitée à 2 mètres cubes, donc 2000 litres c'est assez limité pour la taille de mon potager, donc une des raisons pour lesquelles j'arrose peu. Et puis après, donc la troisième solution, c'est l'eau du réseau. Mais l'eau du réseau, on en revient comme le matériel, on peut trouver toutes les solutions possibles, mais c'est une question d'argent. Je vais être franc avec vous, le tout début où je suis arrivé ici à 8-9 ans, j'ai arrosé mon jardin sans trop réfléchir à la question. J'ai arrosé mes pommes de terre, vraiment la totale, quoi, sans réfléchir. Bon, en fin de saison, quand j'ai eu dépensé 60 mètres cubes à 4 € le mètre cube, ça fait un peu chier de mettre, désolé pour le gros mot, mais 150 € pour quelques légumes. Donc du coup, depuis cette année-là, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, ma façon de faire, et puis je réserve l'eau uniquement aux légumes qui en ont besoin. Alors, par moment, il y a des ratés, production moindre sur certains légumes, mais c'est pas le cas de tous. Alors du coup, pour continuer un peu sur la série, faut-il vraiment arroser son potager? J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais si la ressource en eau n'est pas là, il faut économiser au maximum l'eau. Donc bien choisir les légumes qu'on veut arroser, donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et puis après, économiser l'eau en paillant son sol. Donc c'est pas quelque chose que moi je fais dans mon système de culture, même si là on a fait le petit test sur certains légumes qui pour l'instant ont l'air de pas mal profiter malgré tout. Et puis donc économiser l'eau au maximum, donc choisir ses plantes comme je viens de dire, pailler son sol pour éviter la déperdition d'eau par excès de chaleur, excès de
excès de vent aussi, parce que nous ici on est orienté vraiment en plein vent, donc on est battu par les vents, donc le vent fait plus de tort aux plantes que le soleil. Donc voilà un peu ces deux façons d'économiser l'eau. La dernière étant celle que moi j'utilise, binage, c'est-à-dire dès qu'il y a une pluie, chose comme ça, je travaille la terre, et surtout désherbage, puisque les mauvaises herbes concurrencent les plantes du jardin. Donc limiter fortement l'enherbement du jardin, ça permet aussi d'économiser quand même un paquet de litres d'eau. Du coup, comment fais-je moi au niveau arrosage? Alors là, Zoé, si tu peux montrer. Alors, je dois avoir un nœud quelque part dans mon tuyau, parce que je l'ai mis en route il y a 15 minutes, mais ça arrose pas des masses. Donc moi j'utilise des tuyaux micro-poreux qui permettent un arrosage localisé. Alors l'arrosage localisé, là je vais prendre l'exemple, donc ça je réserve uniquement aux légumes que je viens de repiquer par exemple. Donc là ici j'ai repiqué hier des choux chinois. Je sais pas si tu arrives à montrer ma petite Zoé. Donc aujourd'hui c'est Zoé qui est derrière la caméra, hein, la grande est en vacances, la petite aussi, donc c'est Zoé qui s'y colle. Donc là arrosage localisé uniquement avec du poreux. Bon celui-là il est un peu vieux. Il a déjà été réparé plusieurs fois et il n'a pas l'air de fonctionner extraordinairement. Bon c'est pas grave, au pire il coulera toute la nuit. L'intérêt du micro-poreux comme ça en fin de journée, c'est qu'on a peu d'évaporation et puis l'eau arrive vraiment au niveau des légumes et ça permet à l'eau de s'infiltrer tranquillement pendant la nuit. Donc ça, uniquement à réserver pour les repiquages. Donc là-bas au bout, salade, choux. Hier j'ai repiqué aussi ici de la scarole, un peu de laitue. Donc arrosage uniquement au micro-poreux. Et puis donc par-dessus, je sais pas si tu sais montrer, là je les ai pas encore mis, je vais les mettre après. C'était le but de voir si le poreux fonctionnait correctement. Un petit voile, comme là ici sur la droite, je sais pas si tu peux montrer ma Zoé. Donc là l'intérêt du voile, c'est que quand on met l'arrosage, il permet d'éviter l'évaporation de l'eau qui a été utilisée pour l'arrosage. Donc là je vous montre. Alors, est-ce que je sais pas si tu réussis à zoomer. Hop, une benne mercuriale, une benne mauvaise herbe. Donc là le poreux a tourné il y a 2 jours. Et grâce au P17, hop. J'arrive pas si d'arriver à avoir sur ma main. Ouais, c'est pas grave. Grâce au P17, la terre reste fraîche. Et puis du coup, ça permet d'espacer vraiment très fortement les arrosages. Dans l'exemple là ici, celui-là il a été arrosé là. Et c'est la troisième fois en 2 mois à peu près. Et bon, par rapport à une vidéo qu'on a pu voir il y a 1 mois et demi où les carottes avaient été rasées par Monsieur Lapin, elles sont bien revenues. Alors les mauvaises herbes aussi, tu vois, je n'ai pas encore désherbé avant le départ en vacances, mais elles sont bien revenues et puis ça permet de faire aussi une sacrée économie d'eau. On n'est pas obligé d'y revenir trop souvent. Alors on va passer par là, ma Zoé. Une chose aussi pour laquelle moi j'utilise l'arrosage. Et là c'est pareil, c'est une des solutions pour lesquelles on n'a pas nécessairement le choix. Même si je limite dans le temps l'arrosage. C'est les semis. Donc là, semis qui ont été faits il y a 3 semaines lors de la vidéo de Que faire en juillet. Donc ça a dû être fait dernière semaine du mois de juin, donc quasiment 1 mois. Là les semis, vu la saison, sans arrosage, c'est pas la peine quoi. Là on voit les choux chinois que j'ai repiqué hier, les petits navets. Là l'arrosage est fortement obligatoire. Donc surtout bien choisir les raisons pour lesquelles on arrose. Et puis ce qu'il faut savoir, donc j'ai préparé un petit tableau blanc pour parler de ce sujet. Ouh là là, la journée a été dure, il y a Zoé qui baille derrière la caméra. J'ai fait une petite vidéo, un petit tableau blanc sur le sujet. Je vais essayer de faire des choses comme ça, peut-être pas forcément plus techniques. Où là, je vous montre ça tout de suite, où je parle un peu des besoins des plantes et dû aussi pourquoi
c'est pas forcément bon d'arroser ou de trop arroser son potager. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder ça. Alors, le deuxième petit tableau blanc pour justifier le fait que je ne sois pas un fervent défenseur de l'arrosage au potager, bah, il tient une bonne raison. Un dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors, je vais prendre l'exemple. Vous avez votre sol. Je vais partir de l'exemple d'un pied de courgette. Donc, votre pied de courgette. Ça c'est votre pied de courgette que vous arrosez. Alors, quand on arrose globalement une petite zone du sol au pied de la plante. Hop, une petite zone du sol au pied de la plante. Et du coup, la plante cantonne ses racines à cet espace-là. Donc là, arrosage. Là, sans arrosage, la plante, elle est forcée à aller chercher l'eau en profondeur et sur les côtés. Si on est en période sèche, elle va moins développer son feuillage, ce qui ne veut pas dire qu'elle donnera moins en termes de fructification. Par contre, dans le cas où vous arrosez, vous partez en vacances pour par exemple 15 jours, pendant 15 jours, la plante ne recevra pas d'eau du tout, sauf si entre-temps il pleut. Le fait qu'elle ne reçoive pas d'eau, par contre, elle a un feuillage démesuré comparé à celle qui n'a pas été arrosée. Du coup, les échanges avec l'air extérieur vont être plus importants et elle va se dessécher beaucoup plus vite. Elle va se dessécher beaucoup plus vite et elle aura un enracinement moins profond. Du coup, c'est l'effet ciseau. C'est la double punition, quoi. Trop de feuillage, pas assez d'enracinement, ce qui entraîne un dessèchement plus rapide de la plante. La plante à côté, qui elle n'est pas arrosée, elle a développé ses racines au détriment du feuillage afin d'aller puiser l'eau et elle résistera en cas de sécheresse beaucoup plus longtemps et d'une façon beaucoup plus importante. De la même manière, on reprend notre même plante, on parle plus d'arrosage, on parle de pluie. D'où aussi toujours un peu ma philosophie de dire, bah, il vaut mieux attendre qu'il pleuve, de toute façon ça n'empêche pas le redémarrage et le développement de la plante. Alors, avec mon plan qui va pas, ça va être évident, j'en ai pas d'autres. Donc là on a notre pluie qui arrive. Quand la pluie arrive, l'eau va descendre dans le sol autour de la plante. Et on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que la plante qui aura été arrosée à la première pluie, eh ben, elle se sera moins adaptée pour aller chercher l'eau qui sera partie dans l'ensemble du sol. Alors que là, notre plante non arrosée, elle a étendu son enracinement et elle profitera beaucoup plus. S'il tombe 5 mm, celle-ci sera peut-être capable, allez, on va dire 5 mm, celle-ci sera peut-être capable d'en absorber 3 mm, comme elle a un enracinement 2 fois plus important. Donc en proportion, celle-ci profitera, sur les 5 mm tombés, profitera que d'1,5 mm. Alors un petit croquis rapide, je ne suis pas le premier dessin, mais juste pour montrer aussi que l'arrosage n'a pas que des inconvénients. C'est un peu comme un drogué, hein, il est sous perf, donc il a tout ce qu'il faut pour le booster, ou quelqu'un qui est sous médicament, ou on va dire, prendre l'exemple du sportif qui prend ses produits dopants, bah, tant qu'on dope la plante à l'eau, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Par contre, le jour où on arrête les produits, c'est catastrophe, c'est dessèchement et plus rien ne va. La plante qui est là, c'est sûr, elle va souffrir. Par contre, elle sera mieux armée à résister aux périodes de sécheresse. Pour clore ce petit tableau blanc rapide pour expliquer un peu mon point de vue, je voulais vous donner aussi l'exemple de Pascal Putz, qui est dans le sud, qui lui n'arrose pas du tout, qui cultive des quantités phénoménales de tomates et autres légumes sans aucun arrosage, alors qu'il est dans un climat plutôt sec, pyrénéen de mémoire. Donc je vais mettre le lien aussi en commentaire un peu de mémoire, il n'y a pas de chaîne YouTube, mais de quelques vidéos sur lesquelles on parle de lui, et qui sont plutôt intéressantes sur le sujet, et qui sont, je pense, un exemple à suivre pour les jardiniers que nous sommes, quoi. Donc fin de ce deuxième petit tableau blanc, on retourne au jardin, et moi je vous fais la conclusion sur la vidéo. Alors du coup, pour imaginer un peu ce que je viens de dire dans ce tableau blanc, les plantes peuvent très bien se passer d'eau, hein, elles peuvent gérer les manques d'eau par elles-mêmes.
Je vais prendre l'exemple des tomates, donc arrosées une seule fois lors de la plantation et elles n'ont pas eu une goutte d'eau depuis. Même par rapport à la serre, pour l'instant en quantité j'ai récolté beaucoup plus de tomates sur ces périodes extérieures non arrosées que sur ceux dans la serre qui sont arrosés en moyenne tous les 3 jours. Alors le calibre de la tomate est plus petit, c'est clair. Par contre ce qu'il faut savoir c'est qu'une tomate qui n'est pas arrosée, en termes de goût, ça ne rend vraiment aucune commune mesure avec une tomate sous serre et poussée, entre guillemets, poussée à l'eau. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir concernant aussi une des raisons pour lesquelles j'arrose peu mon jardin, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent à la fin de certaines vidéos. C'est vrai que quand on voit des fois des choses comme là à droite, pour ceux qui suivent mes vidéos, donc le parc de fraisiers repique à la mauvaise période en avril, bah forcément il n'a pas passé l'été. Il faut savoir aussi accepter les échecs, mais c'est un choix, pertinent. Pertinent pourquoi? Alors, viens là, Mazoué, hop, on va juste filmer là ici. Pertinent parce qu'en fait, grosso modo, sur les 40 pieds, que j'ai repiqués, il en reste une, deux, allez, on va dire 3 correctes et 3 encore un peu bilouteux, comme on dirait dans le Nord. Mais bon, si on suit un peu les préceptes de Pascal Pout, alors je vous encourage à voir ces vidéos. Et ben en fait, on fait un peu une sélection naturelle. Donc c'est-à-dire qu'au début, on a forcément beaucoup de pertes, mais c'est un principe simple. Ce pied de fraisier, alors vas-y zoom dessus, Mazoué. Ce pied de fraisier, c'est le plus beau sur les 40 que j'ai repiqués. Il est en train de me faire déroger. Donc si celui-là a résisté, c'est peut-être que dans ses caractéristiques génétiques, il a des capacités de résistance, plus importantes que les autres. Celui-ci me fait des rejetons que je vais repiquer aux alentours de mi-septembre afin de recompléter le parc que j'avais fait en avril. Forcément, ces rejetons auront les caractères de leurs parents. Du coup, je pars du principe que ceux-ci seront plus résistants que les autres à côté, qui eux n'ont pas survécu à la sécheresse. Donc c'est un peu aussi cette idée de faire une sélection naturelle, comme certains le font. Olivier, je pense, Olivier du potager d'Olivier, dans sa dernière vidéo sur les semences de tomates, on en a parlé un peu. En faisant sa sélection par soi-même, en gardant que les plants forts, ceux qui donnent le mieux, on améliore forcément un peu. Alors c'est, bon, comme on dit, c'est pas scientifique hein, comme méthode, mais on améliore un peu la qualité de ces plants. Alors on en fera le bilan l'année prochaine au printemps, à la prochaine sécheresse, à savoir si les rejetons seront aussi résistants que le pied de base. Mais je pense aussi que c'est un principe qu'on peut prendre en compte au potager. En faisant une sélection de 6 plots, forcément en gardant les plus forts, on est censé avoir de meilleurs résultats aussi, quoi. Le goût, j'en ai parlé, donc moins un légume est arrosé, plus il a de goût, hein, forcément sa concentration en eau est moins importante, donc les sucs contenus dans le fruit améliorent le goût, ça c'est forcément évident. Et puis j'oublie aussi autre chose que je voulais dire, je ne sais plus. Après c'est pareil, oui, le fait qu'on arrose beaucoup, c'est le feuillage qui pousse au détriment, donc comme j'ai dit dans le tableau blanc, au détriment de la fructification. Donc on a des super pieds, hein, tout beau, tout vert, mais avec très peu de fruits. Il faut savoir aussi que c'est un principe de base chez tous les végétaux, la fructification est le moyen pour la plante de se reproduire. Quand la plante est en situation de stress, elle accélère sa fructification pour, entre guillemets, assurer sa descendance. Donc une plante qui souffre un peu aura forcément une meilleure fructification, un meilleur rendement qu'une plante, qui est arrosée, qui a de l'engrais autant qu'elle en ait besoin, quoi. Bon, alors après c'est vrai jusqu'à une certaine limite, hein. C'est pas vrai à 100%. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mon petit pense-bête parce que du coup j'oublie quelque chose et j'aime pas oublier quelque chose. C'est un peu le défaut de mes vidéos, c'est que c'est un peu trop un peu trop long. Non Zoé? Un peu trop long, elle me dit que oui. Du coup, je voulais dire quoi? Donc non, voilà. J'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire, finalement j'ai rien oublié.
Et puis un peu aussi la dernière chose pour laquelle j'arrose pas, c'est que j'ai cette chance de pouvoir partir l'été 3 semaines en congé. Il n'y a personne pour venir s'occuper du potager pendant les 3 semaines de congé, donc si je m'amuse à arroser mon jardin à 100% toute la saison et que je pars 3 semaines sans qu'il y ait personne pour arroser, je vous laisse imaginer les dégâts à mon retour, puisque forcément quelqu'un qui est sous perfusion toute l'année, on lui enlève sa perfusion, il n'accepte pas bien la chose, quoi. Donc bon, je mens un petit peu parce qu'en fait j'ai mon père qui va pouvoir venir mettre l'arrosage, le tuyau pour eux dans la serre une fois dans la semaine, pendant une matinée ou une après-midi, donc ça permettra de sauver les meubles au moins pour la partie serre. Mais toute la partie extérieure du jardin et toute la partie champ, elle va devoir se débrouiller pendant ces 3 semaines de vacances sans personne pour venir arroser. Donc c'est aussi ce choix qui peut paraître bizarre de ne pas vouloir arroser le potager, mais c'est un peu comme ça. Là j'ai fait d'ailleurs des semis qui ne sont pas arrosés et qui ne seront pas arrosés. Faut savoir que les graines ont des capacités de dormance, donc ça peut rester 15 jours sans pluie, la plante elle lèvera pas, hein, pas de souci. Ça lèvera quand les conditions de croissance seront au rendez-vous, donc dès qu'il y aura une pluie. Ça me fait perdre du temps. Après là on est sur les semis de légumes à époxy, donc c'est pas forcément gênant. Bon voilà, je voulais vous donner un peu le mot à la mode dans les vidéos, les clés du pourquoi je suis pas pour à 100% l'arrosage du potager, même si on peut pas faire sans, sinon ça engendre des échecs. J'espère que ça vous apportera un peu notre vision sur la façon de faire du jardin. C'est un peu le but de mes vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Et tchuss les gens!